Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, que je vous explique un peu. Bienvenue dans cette vidéo lecture, vous l'avez vu dans le titre. J'ai rencontré un petit souci, parce que vous avez peut-être remarqué, le mois dernier il n'y avait pas de vidéo lecture, parce qu'il y a eu la vidéo unboxing de ma magnifique statuette de Ghost Rider que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu. Et en fait là, du coup, je me retrouve avec 2 mois de lecture que je vous ai pas présenté. Donc ce qu'on va faire, plutôt que je passe 30 secondes sur chaque titre et que je bâcle un peu mes reviews, on va faire 2 vidéos. Donc la semaine prochaine, autre vidéo lecture, parce que pour que vous compreniez l'état de crise dans lequel je suis... Oh c'est lourd sa mère. Tout ça là, c'est mes lectures. Et je vais tout de suite la reposer. Ok, je crois que j'ai explosé le comics en dessous. Du coup, j'ai fait 2 piles pour qu'on choisisse les comics dont on va parler aujourd'hui. Vous savez quoi, on fait un pile ou face? Coucou. Non, vas-y, pique Nidouille, c'est toi l'andouille. Allez, cette pile-là, ça tombe bien, c'est celle que je voulais. Vous avez vu le premier comics, du coup, on va tout d'abord commencer par Sons of Anarchy tome 2. Les tomes n'ont pas de titre, on est d'accord. Donc Sons of Anarchy, à la base, si vous connaissez pas, c'est une série de télé, donc vous avez sûrement dû au moins voir quelques images, quelques photos avec Ron Perlman, que vous connaissez peut-être. Donc c'est une série télé qui parle d'un MC, donc c'est un club de bikers à la base, les MC. Sauf que les Sons of Anarchy, voilà, c'est en partie basé sur l'histoire des Hells Angels, qui est un vrai MC, et ils ont des activités criminelles. La série télé est très cool, mais on n'est pas là pour parler de la série télé, parce que du coup, ils ont fait des comics tirés de la série. Il y a 2 séries de comics différents, ça fait beaucoup de fois le mot de série, putain. Il y a 2 séries différentes en comics, donc il y a celle-ci, qui est Sons of Anarchy, voilà, Sons of Anarchy, et il y en a une autre qui n'est pas éditée en France, qui s'appelle Sons of Anarchy Redwood Original, je crois. En Kama, si jamais vous passez par là... Et peut-être que vous vous demandez, mais ça sert à quoi de faire des comics s'il y a une série télé déjà? Très bonne remarque. En fait, le comics, il sert, et c'est un concept que j'aime beaucoup, il sert à combler des ellipses dans la série où ça va servir à compléter une scène. Par exemple, tu vas passer un long moment avec un personnage sans voir ce que l'autre fait, et ben le comics, il te montre ce que l'autre fait. Ce tome 2 là, c'est purement ce concept. Parce que le premier, alors j'en avais parlé je crois dans la toute première vidéo lecture, n'allez pas la voir s'il vous plaît. Le premier tome, c'est une histoire totalement inédite qui ne se base quasiment pas sur des faits de la série télé. Le tome 1 a servi à développer un personnage qui est Tig, on connaît pas plus que ça dans la série, en tout cas pas aussi profondément que les persos principaux, et du coup ça crée une nouvelle relation avec ce personnage, tu vois son passé, tu vois des histoires qui sont liées purement à lui, et il est le personnage principal de ce comics là. Donc le tome 2 là, il sert complètement à combler une ellipse qui est, alors je crois, entre la saison 3 et 4, je crois, ça fait longtemps que j'ai vu la série, je suis désolé, j'ai pas de précision. Donc c'est pour ça, c'est aussi une question que j'ai eue et je vous réponds. Ne lisez pas le comics si vous n'avez pas vu la série. En fait, j'allais vous dire, ça va vous spoil, même pas, vous allez juste rien comprendre. Parce que vous allez connaître aucun personnage. Littéralement, tu commences ce tome-là, t'es en plein milieu d'une scène qui s'est passée dans la série. Donc ça veut dire que si déjà tu te souviens pas de la série, tu vas pas comprendre où t'es. Et en plus, les personnages, voilà, faut les connaître pour les reconnaître dans le comics. Donc ça se passe entre la saison 3 et 4, il me semble, enfin une grosse ellipse qu'il y a de plusieurs années. Pour les gens qui ont vu la série, au moment où ils sont dans la prison de Stockton, entre le moment où ils rentrent et ils sortent. Donc en fait, tu vois ce qui se passe dans la prison, donc le business qu'ils font avec les Russes à ce moment-là dans la série, c'est aussi montré là. Et ce qui est cool aussi, c'est que t'as la retranscription de certains passages de la série télé que t'as vu filmer dans le comics. Genre vraiment, ils dessinent les scènes et tout, et c'est un peu marrant à voir. Je vais pas préciser, mais c'est scénarisé par Ed Brisson et dessiné par Damien Couceiro. Tu vois, ça tombe bien, je tombe sur cette page-là. Tout n'est pas dessiné par Damien Couceiro. Lui, il fait la série régulière depuis le début. Mais pour le numéro 7, c'est Jesus Herfas qui dessine. Dans ce genre de comics, pour les dessinateurs, il y a un truc qui me fascine. C'est comment ils arrivent à rester fidèles au visage des acteurs. Parce que là, t'as pas une vague idée de ce à quoi le perso ressemble en général et tu retranscris. Non, là c'est un être vivant, c'est un acteur, faut le reproduire. Par exemple, si je vous prends l'épisode 8, Ron Perlman, donc, qui joue le rôle de Clay Morrow dans la série, est totalement reconnaissable et ça me fascine. Et ça fait plaisir de retrouver les personnages sur support papier en fait. C'est un autre moment que tu passes avec eux et ça fait du bien en fait, c'est très sympathique. Je note aussi que l'édition d'Ankama est incroyablement quali. Oh, c'est le moment où faut que je sorte le tome qui est tout en haut, sans faire tout tomber. Oh putain, je vous ai déjà montré le tome 1, donc quand j'en ai parlé, et dans la vidéo achat, quand je vous ai parlé du tome 2, les reliures dorées comme ça, c'est incroyable. Et là, ils ont fait la même chose, en argenté. Déjà, alors, parlons-en, ils sont extrêmement chiants à trouver. Très souvent, les libraires ne les ont pas. Alors, même moi, il y a des libraires qui m'ont dit qu'ils pouvaient même plus les commander. Du coup, je vous donne un tuyau. Moi, je les ai trouvés sur Comic Zone. Voilà. Donc, si vous cherchez les tomes, vous... Comic Zone en avait, en tout cas le 2 c'est là-bas que je l'ai pris parce que le 1 je l'avais trouvé d'occasion à l'époque. Je note quand même que le tome 2 est beaucoup moins gros que le tome 1, mais juste voilà, l'édition est super quali, j'ai hâte de me jeter sur les autres tomes. En plus il y a 6 tomes en tout je crois, mais du coup au niveau d'édition c'est un concept qui est assez peu utilisé, qui est assez peu existant en fait, c'est que ça se lit en complément de la série et pas l'inverse. Tu peux pas commencer le comic si t'as pas vu la série, et techniquement tu peux lire le tome 2 avant d'avoir lu le tome 1, en tout cas pour ces tomes là.
parce que c'est pas la continuité directe. Ça sert que à boucher les trous de la série. Deuxième et dernier comics VF, parce qu'ensuite on va passer à la VO. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Multiversity présente TRX. Alors, commençons par le commencement. Je vous remets dans l'état d'esprit. À l'époque, quand ça a été annoncé, je me dis, oh, trop bien TRX. TRX chez DC, je connaissais en partie, enfin à l'époque, j'avais une vague idée de ce que c'était, tu vois, mais c'était très frais dans ma tête TRX parce que j'avais vu, peut-être comme vous, le crossover TRX des séries de la CW. Et du coup, je me suis direct mis en tête, ah ouais, c'est la Terre où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, j'étais juste resté là-dessus. Donc trop cool. Non, pas trop cool, mais je veux dire, j'adore ce genre de thème, tu vois, où les dystopies historiques sur les grosses guerres, c'est mon kiff. Et vous allez voir, alors c'est pas dans cette vidéo-là, dans la prochaine, la vidéo de la semaine prochaine, du coup, on va parler d'un truc dans le même style. Et j'ai pas fait plus de flanc que ça, je l'ai ouvert et je l'ai lu tranquillement, tu vois. Et je termine de lire tout ça, je passe un très bon moment, et après, tu sais, le fait de fermer le livre, tu te retrouves devant la couverture. Et là, j'ai pris un petit moment de réflexion. Vous voyez tous ces personnages-là? Eh ben, à part Overman qu'on voit quelques pages, encore, pas beaucoup, eh ben, ils ne sont pas dedans. Ils n'existent pas. Donc en fait, ils ont mis des persos déjà, c'est un concept, je suis d'accord. Ils ont mis des persos sur la couverture, déjà la couverture qui n'est pas spécialement belle, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, on va en discuter. Donc ils ont mis des persos sur la couverture qui ne sont même pas dans le comics, dans la série. Genre, à partir de là, où on va? Genre, où est la limite? Faut arrêter de faire ça. Alors pourquoi ils ont fait ça? Play Multiversity présente TRX, la couverture blanche, tout ça très bizarre. Il y a quelques années, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Multiversity, tout simplement, où le but c'est de... Alors, en fait c'est une map du multiverse de DC. Pour certaines terres, tu as la présentation, t'as une fiche technique de la Terre, et pour certaines, tu as des histoires dedans. Et du coup, dans Multiversity, je l'ai pas lu moi, mais dans Multiversity, j'imagine qu'ils parlent de TRX, mais que t'as qu'une simple fiche technique, et du coup, ils ont pris la série qu'il y a dedans, pour faire, bah voilà, c'est une série qui est en rapport avec TRX, du multiverse de DC. Je comprends le concept, mais de une, je trouve ça très maladroit, et de deux, je me dis, est-ce que les gens lisent ça parce qu'ils n'ont pas eu l'histoire dans Multiversity tout court? Je pense pas. Donc j'ai trouvé ça très maladroit quand même comme façon d'éditer, même si je comprends pourquoi. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Dedans, c'est la mini-série Freedom Fighters. Il y a 12 numéros, je crois. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est pas marqué, et il faut aller tout à la fin... Ah non, il y en a 10. Donc les 10 numéros. Donc t'as les 10 numéros de Freedom Fighters dedans. Freedom Fighters est une série extrêmement cool. Peut-être un des meilleurs trucs que j'ai lu donc le mois précédent. Parce que du coup, il y a les lectures de ce mois-ci aussi. C'est un des meilleurs trucs que j'ai lu le mois précédent. En plus, moi, je suis dans une période où j'aime bien lire des trucs en rapport avec l'histoire de l'Amérique, les cowboys western, tout ça. Donc j'étais archi client à ce moment-là. Sauf que l'incompréhension que moi j'ai eue et que beaucoup de gens vont avoir, je pense, tu sais, quand t'as l'a priori de te dire c'est une série dans l'univers d'ici, machin, c'est que déjà, donc, comme je l'ai dit, t'as aucun personnage qui ressemble, donc là, parce qu'ils mettent clairement ça pour que ça ressemble à la Justice League, t'as vu. À part Overman que tu vois quelques pages, ils n'y sont pas, donc t'as aucun vrai personnage, aucun vrai super-héros connu, et les notions de super-héros que tu as dedans, ce sont des jeunes qui ont pris la relève, par rapport à une ancienne équipe de super-héros qui était présente à l'époque dans les vieilles séries de DC. Du coup, je peux comprendre que les gens se sentent trahis en le lisant parce que c'est vite fait de la pub mensongère, en vrai. Pourquoi j'ai aimé cette série? Déjà, c'est scénarisé par Robert Venditti et dessiné par Eddie Burroughs. Le dessin est incroyable. Il y a de la grosse baston contre du nazi comme ce qu'on s'attend à trouver là-dedans. T'as toute cette notion de résistance face à l'envahisseur, en fait, parce que dans ce monde-là, bah, les nazis ont conquéri toute la planète. Et puis, t'as ce genre de... Moi, j'appelle ça d'une fan service. Tu sais, tous ces symboles de l'Amérique qui vont être détournés au service des nazis. Mais du coup, dans cette terre-là, il y a des trucs que nous, on connaît pour être américains qui sont nazis. Par exemple, le Mont Rushmore. Et tu vois, c'est ce genre de choses que je kiffe lire là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé à la lecture que c'était une série très... J'allais dire poétique. Je sais pas si poétique est le mot. En tout cas, pour Robert Venditti, c'est clairement une lettre d'amour à l'Amérique et des valeurs que représentent les États-Unis d'Amérique. Parce qu'au-delà de petits messages passés, par exemple, les nazis ont exterminé les aigles. Parce que voilà. T'as une grosse idée là-dedans que j'adore. C'est le fait que alors je crois qu'ils appellent ça les effigies. Que les effigies sont réelles. Donc l'oncle Sam est un personnage qui existe dans cet univers-là. Le truc, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est comme ça qu'ils te l'amènent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'oncle Sam est mort. Parce que l'idée que les États-Unis existent, bah c'était... Au revoir, tu vois. Et du coup, t'as cette équipe de super-héros qui reprennent la relève pour ramener l'esprit américain, qui, par cette idée-là, arrive à ressusciter l'oncle Sam. Et t'as cette idée-là de combat contre l'envahisseur, où les valeurs de l'Amérique vont revenir pour pousser les nazis à l'extérieur. Et t'as ce phénomène-là qui va se passer partout sur Terre, notamment en France, où tu as Marianne qui combat contre les nazis en France. Tu vois, en feuilletant, tu tombes sur ce genre de page.
C'est fou. C'est un comics vachement complet parce qu'à mon sens, il réunit, enfin, en tout cas moi, tout ce que je recherche dans la lecture. De l'action, du spectacle, parce que t'en prends plein la vue, t'en prends plein la gueule à cause des pages qui sont magnifiques, et t'as aussi de la tendresse, t'as des valeurs derrière, et t'as des petits moments qui te font un pincement au cœur, parce que t'es triste de voir certaines choses quand même. Bon, est-ce qu'on parle des trahisons maintenant ? Alors je sais pas pourquoi, je m'étais vachement vendu l'idée que Overman serait dedans, donc le Superman Red Son mais nazi, et que le mec serait une badasserie totale qui casserait des fions, et que ce serait une menace inimaginable, parce que comment veux-tu combattre quand t'es une simple équipe de 5-6 personnes contre un Superman méchant, qui n'a pas de code moral. Et donc il te présente ce concept d'Overman et tout. Déjà t'es extrêmement déçu parce qu'il reste vraiment pas longtemps. Pourtant le concept est vachement bien amené, il est endoctriné, il est enfermé dans une pièce. Et l'idée du lavage de cerveau, tu le comprends très bien. À la lecture, c'est assez vif. Sauf que, je vais pas vous spoil si vous l'avez pas lu, il y a un twist avec Overman qui fait que, putain, je t'ai déçu. C'est le gros couac de cette série pour moi, c'est que il y a des concepts à la base où tu viens pour la série en tant que Freedom Fighters qui ne sont pas totalement remplis. Et Urban rajoute une couche, parce que toi tu viens pour une Justice League parallèle sur une autre terre et tout, et au final il n'y a rien de tout ça. Je tiens à préciser que c'est un récit complet, donc vous pouvez totalement acheter ça d'une traite et le lire, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Même si, attention, c'est une excellente série, hein. Me faites pas dire, j'ai l'impression de tout en rester sur le négatif, c'est une excellente série, ça va vous divertir, si vous aimez ce genre de thème, moi j'adore, j'ai passé un excellent moment. Bon allez, on passe à la VO, il y a eu beaucoup de trucs. Commençons avec... Bon allez, on va commencer avec le truc le plus nul, j'ai pas compris. Parlons de Ice Cream Man numéro 22. Ice Cream Man, c'est une série, je vous en ai parlé plein de fois, une série anthologique, donc tu prends chaque issue et ça se lit indépendamment, où tu as une histoire un peu glauque qui se passe dedans, et t'as un moment ou un autre, le marchand de glace, donc le Ice Cream Man qui est ici, t'as le marchand de glace qui intervient à un moment, enfin... Même s'il n'intervient pas, il est présent. Comme Stan Lee fait un caméo dans une case, il y a un truc. Déjà, je l'ai pris parce que la cover est extrêmement stylée. Je me dis, au moment de Noël, on fout ça dans le décor, c'est cool. On me l'avait aussi pas mal vendu. En mode, tu verras, moi je l'ai trouvé vachement cool et tout. Ok, je l'ai lu. Et j'ai pas compris. J'ai pas... Est-ce que ça t'arrive toi aussi où, tu sais, des fois, tu ouvres le bouquin et tu lis, machin, et tu fermes. Et... En fait, l'histoire dedans, je vais vous montrer des pages. Alors, l'histoire là-dedans, c'est tu suis une adolescente qui reçoit un calendrier de l'Avent pour Noël. Et en fait, chaque page, à chaque fois que tu vas tourner, ça va être un cadeau dans le calendrier. Et ce cadeau, des fois, va être utilisé dans la page. Et des fois, le cadeau aura une signification un peu plus subtile. Et t'auras un message qui te sera fait passer dans la page, si tu veux. Et tout le fil conducteur du truc, c'est que, voilà, premières expériences sexuelles et tout. Et elle tombe enceinte. Et tout le long de ce numéro, t'as ce dilemme de comment je fais ? Est-ce que j'en parle à ma mère ? T'as tous ces questionnements de qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, j'imagine qu'il y a une morale à la fin. Alors peut-être parce que je me suis pas senti concerné et que le truc était très éloigné par rapport à moi. Enfin, le contexte, si tu veux. Mais c'est pas... La fin, je n'ai pas compris. En fait, je n'ai même pas d'avis. J'étais déçu en le lisant parce que je m'attendais... En fait, le but d'Ice Cream Man, c'est de te faire un électrochoc à la fin. Et comparé au premier numéro... où ça finit de manière très explicite et voilà, tu sais comment ça finit, c'est point barre, t'as pas de fin équivoque, et là, j'ai même pas eu l'impression qu'il y ait une fin dans l'histoire. La fin, c'est qu'elle a pas de bébé. En tout cas, s'il y a un message derrière, j'ai pas compris tout le rapport avec les cadeaux, calendrier de l'Avent et tout, enfin... Voilà, j'ai pas compris. Peut-être que c'est un comics qui mérite plusieurs lectures, je sais pas. Et tu vois, je me dis, plus ça va, et en tout cas chez Image, plus il y a de séries anthologiques. Entre ça, Ice Cream Man, donc ça dure depuis un petit moment maintenant. Tu as Haha, qui a commencé, qui est une série anthologique d'horreur sur les clowns, spécifiquement. Et tu as Silver Coin, qui va commencer dans le mois prochain, je crois, qui est une série d'horreur anthologique, pareil. On reste chez Image, avec Crossover. Alors, Crossover. Donc faut savoir déjà que je ne suis pas un lecteur de comics VO depuis très longtemps. Pas depuis des années, je suis pas un vieux de la vieille, ok ? Du coup, il y a forcément des refs là-dedans que je n'aurais pas. Donc Crossover, scénarisé par le grand, le merveilleux, le messie Donny Cates, il y a un double concept dans cette série. Donc t'es dans un monde où il y a eu un jour, un événement, ils appellent ça l'événement, le Crossover. Il s'est passé, en gros, pour être très, très schématique, une explosion qui a fait que tous les héros de comics, des personnages, sont sortis dans la vraie vie. Et du coup, ils ont mis un dôme au-dessus de la ville pour pas qu'ils s'enfuient. Et depuis ce jour-là, alors c'est là aussi que tu sens la critique de Donny Cates, depuis ce jour-là, les comics sont malmenés, les gens qui travaillent dans les comic shops sont limite insultés, les gens ont une vraie rancœur contre les comics,
parce que bah, ils ont causé le malheur du monde. Pour vous montrer quelques pages intérieures, voilà. C'est une série qui est très belle parce qu'elle est très colorée, et visuellement, en fait, ça fait comme les amours. C'est pas le meilleur compliment que je peux faire à un crossover, mais ça fait côté vraiment pulps américain, avec toutes les couleurs un peu flashy et tout. Je sais pas si je t'ai convaincu là, mais... On va suivre l'histoire d'une fille qui s'appelle Ellie, qui travaille dans un comic shop, et ce qui va déclencher l'action, c'est que donc les gens, enfin les personnages qui sont issus des comics, ne sont pas censés sortir du dôme. Ils sont pas censés même pouvoir sortir. Et quand on parle de personnages de comics, ce sont les super-héros et les super-vilains, les personnages secondaires, tout comme les gens dont on en a rien à foutre. Les populations qui vivent dans les comics, donc les gens qui vivent dans les villes où se passent les combats, et ben ils sont aussi là-bas. Et un jour, tu as une petite fille donc qui appartenait à un comics qui est sortie du dôme. Et toute l'histoire va se lancer là-dessus. J'ai pas à vous dire qu'avec Donny Cates, l'écriture est brillante. Vraiment. C'est vraiment un comics qui va rester, je pense. Tu as vraiment plusieurs niveaux de lecture. T'as autant une critique sociétale sur la tolérance des gens qu'une critique sur l'apparence que les comics ont dans la vie de tous les jours. J'ai les numéros 3 et 4 qui sont là-haut dans la pile de ce qu'il faut que je vous présente pour la vidéo achat. Je vous avoue que je peux pas vous promettre d'attendre la vidéo achat pour les lire. Je peux pas vous le promettre. Et franchement, je pensais pas du tout le lire parce que, comme je vous l'ai dit au début, je pensais pas être client pour ce genre de truc. J'ai pas été un vieux de la vieille avec image, et je me suis dit, bah je vais clairement passer à côté de plein de trucs, et en fait non. Donc n'ayez pas peur. Bon, les gars, il est l'heure. Je vais pas vous casser les couilles très longtemps, promis. Ah là là. Quel bonheur. Ghost Rider par Daniel Way. Je peux vous faire un bilan global de ça, c'est que c'est pas les meilleurs épisodes de Ghost Rider, clairement, en termes de dessin. Par contre, la fin de ce run-là est capitale pour les 2 TP qui suivent ensuite, que je peux vous montrer d'ailleurs. Donc ces 2 TP là, avec le run de Jason Aaron dedans, ce run là n'a de raison d'exister que parce qu'il y a ça. En fait là-dedans, Daniel Way a clairement donné un nouveau souffle au perso, parce que voilà, le concept s'enfermait dans ce mec qui ramenait les âmes pénitentes en enfer et tout. Et ça allait jamais plus loin que ça. Et t'as une idée qui est développée là-dedans, enfin en réalité que vers la fin, t'as une idée qui est développée, qui est que, en fait, le Ghost Rider n'est peut-être pas une arme de l'enfer, comme on nous le vend depuis le début du concept, en fait. Et du coup, ça mène à tout ce run-là, où ensuite, t'as la guerre contre le paradis et tout. Je précise que la plupart de ce qu'il y a là-dedans, ça a été édité dans les vieux 100% Panini. Et là, il faut que je me lève, sinon je vais tout péter. J'ai quasiment fini de réunir les vieux 100% Ghost Rider de Panini à l'époque. Il me manque seulement le 4, il me manque le numéro 4. Donc si quelqu'un toutefois a le numéro 4, que vous vous en foutez et que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me DM sur Insta, moi je vous l'achète et vous ferez un heureux, vraiment. À part le tome 1 et à part le tome 5 aussi, le tome 2, 3, 4 et 6 sont édités là-dedans. Donc comme je vous le disais, c'est pas les dessins les plus beaux, surtout, oh putain, il y a des pages dessinées par Richard Corben. Ah c'est pas fou hein. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas beau, quoi. Je sais pas ce qu'il leur a pris à l'époque de mettre Richard Corben dessus. Notamment, t'as des épisodes vachement cool dedans, je me rappelais même plus qu'ils existaient. Même pas qu'ils étaient dedans, juste qu'ils existaient. T'as aussi un numéro qui m'a fait extrêmement plaisir, avec Hulk. Donc de l'époque, World War Hulk. T'as un combat, voilà, qui pop de nulle part. Hulk contre Ghost Rider. Qui a gagné? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Putain, qu'est-ce que c'est badass, quoi. Donc voilà, même si c'est pas très bon, le fanservice est présent, c'est toujours un plaisir de lire du Ghost Rider parce que ça réveille le fanatique en moi. Et tu sais quoi, je vais partager un peu de mon intimité avec toi. Quand j'ai lu ça, tu sais, tu te mets sur ton canapé dans ton lit, tu mets du Slipknot, tu mets du AC/DC, un truc archi vénère. Mes préférés pour lire ça, c'est The Devil in I et Unsainted, normal. Et franchement, ça te tabasse, quoi. T'en ressors extasé. Et d'ailleurs, le lavage de cerveau marche à force parce qu'il y a des gens qui commencent à me demander... J'aimerais bien rentrer dans le club et tout, par quand on commence. On arrive déjà à la fin de la vidéo avec la dernière lecture, et j'attendais d'avoir lu les numéros pour vous parler de l'arc en entier. Pardon, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, et même si vous voulez pas, de Seven Secrets. Seven Secrets, Mathieu de Nigmato m'a fait rentrer dans la secte, et cette série est incroyablement géniale. Je vous en ai parlé plein de fois, notamment de ce numéro 1 là, parce que c'est la... J'adore le concept. Ça s'appelle la Secret Variant Spoiler, ou la Secret Spoiler Variant. C'est ces 3 mots-là, mais mettez-le dans l'ordre que vous voulez, c'est pas grave. Et en fait, t'as ce carton-là noir devant la couverture pour la cacher. Alors j'avoue que j'ai lu les 6 numéros, et j'ai pas compris en quoi les spoilers. Voilà, je m'attendais à un truc de ouf, et au final, ça va. Seven Secrets, faut vraiment que je vous chauffe pour le lire. Seven Secrets, tu vas suivre l'histoire d'un jeune homme, qui est ici, qui s'appelle Caspar, et qui va rejoindre une société secrète qui s'appelle l'Ordre des Sept, qui est chargée
de protéger des secrets. Il y en a 7, c'est un secret, merci Wayne. Il y en a 7, ils sont enfermés dans des mallettes. Donc c'est des attachés case comme un salaryman au Japon. Et ces secrets, on nous les vend comme étant des armes de destruction massive, que s'ils sont révélés, c'est la fin du monde, tout ça. Et du coup, ces mallettes, elles sont toutes gardées par un duo, par un porteur, donc qui porte la mallette et qui est chargé d'échapper à toute menace avec la mallette. Et t'as le gardien qui est chargé de protéger le porteur. Donc déjà, je trouve le concept vachement bien pensé et très organisé, c'est très cohérent en fait. Et donc dans ce premier arc, donc là t'as les 6 premiers numéros de la série qui forment le premier arc, donc ça pourrait potentiellement faire un tome en VF. Ils affrontent un ennemi qui veut s'emparer des secrets, donc là ça paraît très classique, mais en même temps, faut une menace un peu basique au début, qui veut s'emparer des secrets pour faire le mal, tout ça. Et donc t'as toute cette notion dedans déjà, de putain de baston de dingue, parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever à Daniele Di Nicuolo, c'est son dessin, je vais vous montrer juste après, c'est fou. Et t'as toutes ces notions de société secrète où on sent que, même si on nous expose le projet, on sent des entourloupes par-ci par-là des fois. Moi, ce qui m'a fait craquer avec cette série, donc le dessin, évidemment, je vous en parlais, et surtout toute la badasserie qu'il y a dedans, quoi. Voilà le dessin à l'intérieur. Alors les couleurs sont vachement cool, je m'attendais à un truc un peu plus terne, un peu plus fade, mais c'est vachement coloré, c'est super cool à regarder. Et tu vois, dans l'idée, quand je vois le dessin, ça me fait vachement penser à un truc que Ankama aurait produit. Ça touche aussi des thèmes qui sont assez forts, je trouve, qui sont la responsabilité, choisir entre sa vie privée et sa vocation. Ta vie, tu la consacres à ça, et au bout d'un moment, t'as tous ces dilemmes moraux de « Ah ouais, mais là, il y a tel truc, est-ce que je devrais pas changer mon avis sur tout ça ?» Et au-delà de la pure baston, t'as des gros dilemmes moraux et psychologiques que je trouve vachement intéressants. J'ai pas précisé parce que je l'ai dit un million de fois, c'est scénarisé par le boss, Tom Taylor. Alors du coup, pour vous montrer typiquement les scènes d'action, moi ce qui me fascine dans le dessin, c'est la vélocité. Avec tous ces fonds ultra dynamiques, Daniele Di Nicuolo arrive à te transmettre la vitesse du truc et la puissance. Limite, t'as un courant d'air qui passe en le lisant tellement l'action te happe. Ce qu'on peut s'accorder à dire sur le format des issues, c'est que c'est très frustrant parce que tu lis 30 pages et c'est fini. Oui. Et c'est encore plus frustrant sur cette série. Parce que, à mon sens, la force d'un comic, c'est la science du cliffhanger. C'est le gros boom à la fin qui te fait revenir au numéro d'après. Et c'est dur d'attendre. À lire un issue par issue, c'est compliqué pour cette série. C'est très compliqué. J'espère sincèrement que ça sortira en France, parce que ça mérite vraiment d'être connu. Voilà! Putain, l'état de la pile. Tu sais que je dérange déjà beaucoup en préparant la vidéo pour sortir les bouquins, faire des piles et tout. Mais je dérange encore plus en tournant la vidéo. Ce qui est compliqué à vivre, hein, je t'avoue. Je passe plus de temps à chaque fois à ranger qu'à tourner limite. Bon voilà pour cette première vidéo lecture. Je vous invite donc à revenir la semaine prochaine pour la suite, pour la deuxième partie. On va notamment parler du Venom de Donny Cates. J'ai vraiment lu comme un gros sac. Je pense que 2 vidéos sont nécessaires parce que j'ai pas envie de bâcler mon avis. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en commentaire. Merci de votre soutien et à la semaine prochaine. Oh, faut tout ranger.